compagnons de l'ordre, épisode 13. Oh bébé, c'est l'heure de l'épisode 13. Bah qu'est-ce que tu fous? Ça va, j'arrive. Je vais aller voir Éolienne, figure-toi. La pauvre, elle a à peine terminé sa vaisselle qu'on lui redonne déjà du travail. Bah quoi, il faut bien qu'elle s'immerge. Si elle veut glaner des infos sur les mystérieuses pannes du foyer de Fulmar. Ah ça, vu l'état de sa blouse, pour s'être immergée, elle s'est même aspergée. Toi la nouvelle. Poireaux et oignons, on lave, on épluche, on coupe et que ça saute. Sans trouver la force de répondre, l'elfe puisa dans ses réserves et poursuivit sa première journée de travail, ses jolis yeux irrités par le puissant parfum des légumes qu'elle tranchait avec application. La préparation du dîner fut une succession d'heures sans joie, ponctuée par des ordres brefs et des plaisanteries de plus ou moins bon goût que les cantinières échangeaient par l'ouverture du grand passe-plat avec les employés gouailleurs. Éoliel, qui avait été cantonnée dans un coin de la cuisine d'où elle ne pouvait être aperçue du réfectoire, délestait consciencieusement le flot continu de vaisselle sale des restes de nourriture. Les rires, les éclats de voix et les bribes de conversation qu'elle put saisir l'aidèrent à passer le temps. À la tombée de la nuit, alors qu'il ne restait plus à table que quelques traînards, l'épreuve de la plonge recommença. Ce moment redouté fut grandement écourté par Lisa, qui vint lui prêter main forte, pendant que les deux autres femmes s'acquittaient du ménage des deux vastes pièces, tout en chantant des chansons d'amour un peu mielleuses. La lune brillait dans le ciel constellé d'étoiles, lorsqu'Éoliel, à bout de force, suivit les filles vers ce qui semblait être les dortoirs. Lorsqu'elle eut à son tour poussé les doubles portes, Éoliel, au travers de la brume de fatigue qui semblait avoir vidé son cerveau, découvrit un couloir d'une longueur invraisemblable, flanqué d'un côté par une série de portes identiques, de l'autre par de hautes fenêtres. À intervalles réguliers, des veilleuses nichées dans des alcôves de pierre éclairaient faiblement d'un halo orangé. Ses trois collègues s'étant engouffrés sans un mot par l'une des multiples portes, elle se retrouva seule et désespérée, perdue au milieu de ce monde sans amis. Incapable de faire un pas de plus, elle s'assit piteusement sur son sac, et le dos au mur, épuisé, nicha son joli visage au creux de son coude. Une main légère qui lui caressait doucement les cheveux la fit se lever d'un bond. Les yeux encore embués, le cœur battant à tout rompre, elle se retrouva face à une jeune femme dont la beauté détonnait avec l'endroit. « T'as la nouvelle ?» déclara-t-elle avec un sourire éclatant. « Tu ne vas quand même pas dormir dans le couloir ? Elles t'ont abandonné comme une vieille chaussette, c'est ça, hein ? Allez, viens, ma biche, conclut-elle en entraînant gentiment Éoliel par le bras. L'elfe sentit des larmes de reconnaissance et de soulagement lui monter aux yeux. « Oh, bah tu pleures, cocotte. Allez, il faut pas t'inquiéter pour les cantinières, c'est des grosses truies. On va t'installer dans ma chambre, il y a justement un lit de libre. » Après s'être lavés pendant un temps tout à fait déraisonnable et avoir passé 1 heure à s'occuper mutuellement de leurs longues chevelures, les deux jeunes femmes se couchèrent et s'endormirent d'un sommeil de plomb. Pendant qu'Éoliel subissait les affres du monde du travail, Wally, toujours accroché à sa poutre, somnolait paisiblement en attendant qu'Agda ne se décide enfin à quitter son bureau. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que cette dernière, traînant des pieds, s'engouffra dans le sombre couloir, en bâillant à s'en décrocher la mâchoire. Suffisamment instruite sur l'anatomie des humains, Wally n'ignorait pas qu'il était pratiquement impossible de bâiller si fort sans fermer les yeux. Elle profita donc de cette opportunité pour se précipiter par l'entrebâillement de la porte avant qu'un claquement retentissant n'en marque la fermeture. Agda, se ressaisissant, fit volte-face et fit tourner la clé dans la serrure, scellant ainsi la sécurité de Wally. Bon, à moi de jouer à présent. Il faut que je trouve s'il est mentionné le nom de Fulmar quelque part. Heureusement que j'ai vision nocturne niveau 2, ça va me permettre de fouiller dans tout ce fatras sans avoir allumé une chandelle. Allons-y pour les F, voyons voir. FFE. Ferrailleur, facile à escroquer, trucs et astuces pour rouler, le vieux Fernand. Ah bah bravo, ça commence bien. Forfaiture et félonie, ou les fondements de l'économie moderne. Ça continue. Fondre une bûche dans les règles de l'art. Par Octave Ronfleur, on s'en tape. Féline la fétide ou la fabuleuse histoire de l'enfant marmite. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Fabrication de boulets de chauffe à volume faussé. 2 pour le prix de 3. Ah, c'est pas ça non plus. Fier de fomenter les dessous de la politique. Les dessous souillés. Ah, c'est dégoûtant. Alors, fumer tue. 10 façons de pousser un contrôleur des impôts à accepter un cigare. Je crois que la nuit va être longue.
La quantité de dossiers poussiéreux et de vieux ouvrages fatigués ne découragea pas la druide qui, ne ménageant pas sa peine, s'acharna à trouver une trace de l'existence du nain forgeron ou des quantités de bois que lui vendaient les établissements ronflards. Bien que le contenu des écrits ne soit que d'un intérêt très limité, la quiétude de la nuit, alliée à l'ambiance olfactive de l'endroit, baignèrent Wally dans un bien-être qui décupla son efficacité. Des meubles massifs, dans lesquels elle farfouillait, émanaient un agréable mélange de senteurs de bois centenaire et de cire. L'incomparable odeur de vieux livres dont elle se délectait à l'ouverture de chaque ouvrage la ramenait plusieurs années en arrière, quand dans la solitude feutrée des immenses bibliothèques, elle s'imprégnait avec avidité des traités de magie et sorcellerie. Le chant d'un coq enroué, saluant sans le savoir l'aube de son apprentissage de la brasse coulée dans la sauce au vin, fit sursauter Wally, qui s'empressa de refermer un ouvrage traitant sur la nécessité de ne jamais féliciter un employé, afin de ne pas l'inciter à demander une augmentation. Je commence vraiment à détester cette bonne femme. Il fallut bien plus que le chant du coq pour éveiller Éoliel, qui dormait d'un sommeil de plomb. Ondine, qui en une petite soirée était devenue sa meilleure amie, la secouait doucement. « Allez, poupée, faut te lever et filer en vitesse aux cuisines. La préparation du petit déjeuner a commencé depuis au moins 1 heure. » Éoliel se leva péniblement et revêtit avec accablement sa tenue de travail encore humide. « Allez, poulette, courage, les grosses dindes vont pas te manger, tu sais. D'ailleurs, je vais t'accompagner, décréta Ondine en lui passant le bras autour des épaules. « Bonjour les filles, piailla-t-elle avec un sourire jusqu'aux oreilles en entrant dans les cuisines où l'on s'activait déjà. « Bonjour, répondirent sèchement les 3 cantinières sans prendre le temps de se retourner. « Je vous ai ramené la belle au bois dormant, allez, moi je file, j'ai affaire. » Lorsque la porte eut claqué, Erda braqua sur Éoliel un regard foudroyant. « Ici le matin c'est 6 heures, lâcha-t-elle d'un ton glacial. Allez hop, va faire les saucisses et magne-toi, t'es pas en avance. » La journée commença à se dérouler comme celle de la veille. Mais l'agilité et la dextérité naturelle de l'elfe eurent au fait de la faire remonter dans l'estime des cantinières, qui devant son courage et sa détermination, déposèrent un peu les armes. Erda, sans se départir de sa méfiance, s'adressa bientôt à elle avec beaucoup moins de rudesse. « Je vais bien finir par gagner leur confiance, pensa l'elfe, alors que le repas de midi tirait sur sa faim. Lisa m'a encore aidé pour la vaisselle. Quand elle a épluché les légumes, Carline m'a fait un clin d'œil. Elle se méfie encore vachement de moi et j'ai l'impression qu'elle déteste Ondine. Surtout Erda, elle est dure, elle. » Quand les derniers pensionnaires eurent déserté et le réfectoire devenu silencieux, Éoliel jeta un coup d'œil par le vaste passe-plat et aperçut un homme au dos voûté, les coudes sur la table, le visage enfoui au creux de ses mains. « Il en reste un, chuchota-t-elle en s'adressant volontairement à Erda et en désignant l'homme du coude sans s'arrêter de laver sa vaisselle. « Il n'a pas l'air bien. »« Un quoi ?» ragea l'imposante chef, les poings sur les hanches. « C'est pas des chaises, ni des animaux, c'est des travailleurs, comme nous. »« je sais pas, moi, un bûcheron ?» hasarda l'elfe penaude. « Ha un bûcheron !» s'esclaffa Lisa dans un éclat de rire. « On voit bien que tu connais rien, toi. »« Et tu t'intéresses à la santé des bûcherons ?» ricana Carline sur un air de défi. « Il a pas l'air bien, hasarda Éoliel, on peut pas l'aider ?»« Ah, t'es peut-être une bonne fille, finalement, » décréta Erda en la gratifiant d'une tape dans le dos à assommer un bœuf. Passant dans le réfectoire en bousculant d'un coup de fesse la porte à ressort qui battit 5 fois avant de reprendre sa place, Erda alla s'asseoir en face de l'homme, dont elle redressa doucement le visage en lui collant un doigt sous le menton. « Eh ben mon gars, t'as pas l'air dans ton assiette, qu'est-ce qui va pas ?» L'ouvrier leva vers Erda un regard embué de larmes, empreint d'une grande tristesse. Les cernes profonds et les traits tirés de l'homme indiquaient clairement qu'il était au bord de l'épuisement. Se tournant vers Lisa, Erda lui adressa un signe mystérieux, le pouce pointé vers sa bouche, puis l'index tendu posé sur ses lèvres. Lisa actionna un porte-manteau qui, se révélant être un levier, fit pivoter l'énorme coffre à charbon, découvrant l'entrée d'un escalier dérobé. Alors que Carline se plantait fermement devant la porte d'entrée des cuisines et en inspectait les alentours, la cantinière descendit les quelques marches, puis les remonta chargée d'un tonnelet de bière. Elle emplit à ras-bord des chopes de bonne taille, puis referma l'entrée de la cave secrète, après y avoir replacé la précieuse barrique. 2 bocs furent placés devant l'homme, et un devant Erda, qui y plongea ses lèvres avec délectation. Un autre fut tendu à Carline, qui en aspira la mousse d'un trait, et l'autre offert à Éoliel, qui s'en empara sans oser y toucher. Après en avoir avalé une bonne moitié, Lisa planta son regard dans celui de l'elfe. « Si tu racontes ça à l'autre pétasse, je te jure qu'on te fait la peau. »« J'en avais pas l'intention, mais si vous m'expliquiez, ça serait peut-être plus pratique, non ?»«
Les gars ici ont la verrue, commença Lisa en indiquant du regard l'homme dont Erda avait fait reposer la tête sur son imposante poitrine. Elle l'écoutait patiemment déverser sa détresse en lui caressant tendrement la joue. Erda est comme une mère pour eux. Quand ils sont à bout, ils viennent la voir, ils lui parlent, elle les écoute. Et comme elle en connaît un rayon sur la détresse humaine, elle les réconforte. Et la bière alors, pourquoi vous la cachez si ça peut les aider à tenir le coup? Parce que c'est interdit, pardi. On en a toujours plus ou moins servi ici, mais très raisonnablement. Erda est bien placée pour connaître les dégâts que peuvent entraîner les excès d'alcool chez les hommes. Ce qui s'est passé, c'est que, il y a bien un an de ça, les ouvriers ont commencé à s'enivrer en pleine journée. On n'a pas compris, parce que Fulmar nous a juré qu'il ne vendait la bière qu'à Erda et à elle seule, et la ville la plus proche est à plusieurs jours de marche. La mère Ronflard est entrée dans une colère noire. Elle a commencé à chercher pour savoir d'où venait l'alcool, qui par la suite est devenu complètement prohibé sur tout le domaine. Et donc ce Plumard qui vous vendait la bière est entré en conflit avec la patronne, c'est ça? Pas Plumard, Fulmar. Pas ouvertement, non. Parce que c'est d'abord un forgeron très adroit, et c'est lui qui répare les outils et les machines. Il a même un contrat assez juteux à ce qu'il paraît pour une journée de travail par semaine. Erda a continué à lui acheter sa bière en douce, et elle seule sait comment se la faire livrer au nez et à la barbe de la vieille. C'est pour ça qu'on s'est méfié de toi au début. Mais Erda a du nez pour débusquer les balances. Et si elle t'a laissé voir ce qui vient de se passer, c'est que tu ne représentes pas une menace. À ce sujet, déclara Éoliel, tout à coup beaucoup plus à l'aise. Je suis pas sûr que saouler les malheureux soit bien la meilleure solution. À la base, je suis venu ici pour remplacer l'herboriste. Si vous me laissez une petite demi-heure, je peux vous mitonner un élixir qui lui redonnera la joie de vivre. Ça marche pour moi, brailla Erda, qui de l'autre pièce semblait ne pas avoir perdu une miette de la conversation. Je vais coller ce gaillard à l'infirmerie. On s'envoie le ménage vite fait, on attaque la tambouille du soir. Toi, tu prépareras tes machins, on jugera de tes capacités. L'aube marqua pour Wally la fin d'une longue et infructueuse nuit d'enquête. Elle avait eu beau s'évertuer à feuilleter les livres et dossiers commençant par F, puis par B pour bière ou brasserie, rien ne laissait apparaître le moindre lien entre la maison Ronflard et les ateliers Fulmar. Bon sang, j'ai rien trouvé, je crève de faim et le jour se lève. Je suppose que c'est pas du genre à faire la grasse matinée dans ce truc. Ah, je sais. Je vais me changer en chauve-souris et je vais aller me planquer en haut de cette armoire. Il y a forcément un lien entre cette vieille mégère et le râleur d'en bas. Mais lequel? Je vais piquer un somme en attendant. Une fois gagné son abri poussiéreux, la petite chauve-souris, habituée à l'esprit humain de la druide, tenta en vain de résister à son instinct. Puis dévora à pleines dents une araignée aussi grasse que velue, s'écœurant elle-même de ce festin joyeux. Ah, c'est dégueu! Ah, j'ai encore bouffé un insecte! Oh, ça colle, c'est dégoûtant! Oh, faut que je me concentre, sinon je vais gerber! Oh, la comédie! Hein? Qu'est-ce que tu racontes, mon bébé? Ah, tout ce cinéma peu ragoûtant pour un petit insecte de rien du tout. Et t'aurais pu nous épargner les vilains crachouillages druidiques. Oui, c'est sale. En tout cas, on a un peu avancé sur la résolution de cette énigme. En parlant d'énigme, me voilà bien ennuyé pour le prochain épisode. Qu'est-ce qui t'arrive, narrateur? Il m'arrive que ça va être l'épisode 14 et... Je vais leur expliquer. Si vous avez connu les livres dont vous êtes le héros dans la série Quête du Graal, vous n'êtes pas sans savoir que le chapitre 14 était celui vers lequel on vous envoyait lorsque vous décédiez comme un gros boulet. Dans le monde de nos aventuriers et dans leur langage, le chapitre 14 désigne donc la mort, et c'est pour cette raison que dans les romans racontant l'histoire des compagnons de l'ordre, on passe du chapitre 13,5 au chapitre 15. Mais bon, là on fera quand même un épisode 14, sinon ça va être compliqué. Et la voix off n'aura qu'à faire discrètement. Ouais, je fais ce que je veux.